Avec la chaleur ambiante du désert, refroidir ces quantités astronomiques de béton nécessaires à la construction du barrage est quasiment impossible. Et si le béton ne sèche pas suffisamment vite, c'est toute la solidité du mur et donc du barrage qui sera fragilisée. Pour les ingénieurs, il faut que le béton prenne vite. Les rumeurs disent que s'ils avaient coulé tout ce béton en une seule fois, il aurait fallu plus de 120 ans pour qu'il sèche complètement. Sous la contrainte et guidé par son obsession des délais, Frank Rowe se fait une nouvelle fois inventif. Pour refroidir, sécher son béton et éviter les fissures à venir, il faut qu'il procède par étapes. Il va couler les millions de mètres cubes dans des carrés autonomes. L'idée était de diviser le barrage en plusieurs blocs de béton. Et ils sont énormes. Les blocs peuvent mesurer 6 mètres par 3 mètres par 6 mètres de large. Donc 6 x 3 x 6, 100 mètres cubes. En décomposant le mur en plein de petites briques, on peut réduire le temps de refroidissement et donc de prise. L'autre avantage de ces petites briques, c'est qu'en les reliant les unes entre elles avec du mortier, on va renforcer la solidité du mur et donc on va éviter tous les risques a posteriori de fragilisation par l'eau qui va appuyer sur le mur en béton. On recense 215 briques en tout et pour les remplir, on a inventé un système comme une main dans une fête foraine. Donc on imagine un bras articulé qui va récupérer le béton et qui ensuite va relâcher la quantité de béton juste dans chacune des petites briques. Il a conçu une série de 10 lignes hautes avec une tour principale mobile montée sur le côté d'un des sommets du canyon et de l'autre côté, il y avait une autre tour qui était stationnaire. Elle est toujours en place. Ce câble pouvait soulever 25 tonnes de béton. Et la magie, c'est qu'il pouvait se déplacer à travers le canyon. De cette manière, on peut venir placer le seau où l'on veut, mais seulement sur la ligne droite qui suit le câble. C'était un problème quand on sait que le barrage fait la taille de 2 terrains de football à sa base. Eh bien, ils ont mis les extrémités du câble sur les rails d'une voie ferrée, donc il devenait possible de le déplacer en amont et en aval à travers le canyon. Et ça voulait dire qu'on pouvait alors viser n'importe quel endroit avec le seau de béton. De cette manière, il versait un seau toutes les 3 minutes. Ça, c'était de la production. C'était un réseau très sophistiqué de grues à câbles. C'était une véritable symphonie. Ça a vraiment accéléré les choses. Grâce à ce procédé si ingénieux, 8000 mètres cubes de béton sont coulés chaque jour. Et pour fixer le béton encore plus vite, un réseau de 1000 km de tuyaux véhiculant de l'eau froide va être intégré à l'intérieur de chaque bloc pour refroidir le béton. La plus grande usine de réfrigération au monde produisait de l'eau glacée qui passait dans des tuyaux à travers chaque bloc pour refroidir plus rapidement le béton. En fait, on a une sorte de clim géante qui est mise en place dans les barrages avec des serpentins dans lesquels on fait circuler de l'eau froide. Des tuyaux montent et descendent à travers tout le barrage et accélèrent le refroidissement et donc le durcissement du mur du barrage. La construction du mur a été la plus grosse opération du chantier, la plus à risque aussi, et une course contre la montre pour faire sécher le béton, gage de solidité de l'ouvrage. C'est la première fois dans l'histoire des ouvrages d'art qu'une telle quantité de béton est coulée en une si courte période. En moins de 2 ans, le barrage est érigé dans le Black Canyon. Le poids du béton sur les parois du canyon et au sol va faire tenir la structure du barrage. Frank Rowe va pouvoir désormais s'occuper de la seconde partie de sa mission, produire de l'électricité. Les ingénieurs conçoivent alors tout un réseau innovant de conduites forcées. Un ensemble de tuyaux transportant de l'eau d'un point à un autre et qui va permettre de transformer ce barrage en une centrale hydraulique. Pour faire acheminer l'eau dans les conduites forcées jusqu'à la centrale électrique, des tours de prise d'eau vont être construites du côté de la retenue d'eau. 4 tours de prise d'eau, 2 de chaque côté. Une idée similaire au tunnel de dérivation. Les tours de prise d'eau vont permettre de faire entrer l'eau du lac de retenue dans les conduites forcées pour faire fonctionner les générateurs électriques.
Ces tours de prise d'eau sont de fantastiques réalisations techniques. Chacune mesure 120 mètres de haut. Elles sont perchées sur les côtés du canyon, à 90 mètres au-dessus de la base du fleuve. L'intérêt des tours de prise, c'est parfois aussi de gérer la qualité des eaux. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne veut pas prendre l'eau de surface qui est peut-être un peu trop chaude, pas prendre l'eau vers la profondeur parce qu'elle est un peu trop turbide, trop de matériaux en suspension. Et donc on vient prendre le bon niveau d'eau. L'idée ingénieuse est qu'ils ont réutilisé 2 tunnels de diversion, auxquels ils ont raccordé des conduites en acier pour transporter l'eau sous pression au générateur. L'eau pénètre dans les tours. Elle emprunte alors les anciens tunnels de dérivation à une vitesse de 140 km/h. Elle est détournée par les conduites forcées jusqu'aux turbines de la centrale électrique, située 180 mètres plus bas. La centrale électrique se trouve en aval, à la base du barrage, contre les 2 parois du canyon. La centrale rajoute 180 mètres à l'épaisseur du barrage, soit 2 terrains de football. Il y a une centrale électrique de chaque côté de la rivière, une côté Nevada, une en Arizona. Celle du Nevada a 8 générateurs. Ils sont tous à peu près de la même puissance. Et côté Arizona, il y en a 9. Quand vous visitez le barrage Hoover, vous distinguez du gravier sur le dessus des bâtiments de la centrale au fond du canyon. En fait, c'est plus d'1 mètre d'épaisseur de gravier et de pierre sur le toit en béton. Le canyon est toujours actif. Chaque fois qu'il pleut, des rochers tombent encore des parois du canyon et viennent heurter le toit. C'est en fait un gros coussin. En 1935, tout est prêt. C'est l'heure de vérité, l'heure de la mise en eau. Les ingénieurs du chantier retiennent leur souffle. Une première porte en acier se ferme à l'entrée du tunnel de dérivation côté Arizona pour permettre à l'eau de s'accumuler à la base des prises d'eau. Puis, on ferme le 2e tunnel côté Nevada. Au début du XXe siècle, ces hommes sont des pionniers. Ils travaillent sur le plus gros barrage du monde. Malgré leurs calculs, tout peut arriver quand c'est la première fois. C'est un moment excitant. Vous fermez les dérivations et enlevez le bâtard d'eau. Vous laissez l'eau s'accumuler. C'est un fleuve en amont, non? C'est quand même important. Il faut s'imaginer que l'ouvrage ne retient quasiment rien à part son poids propre et que tout d'un coup, en quelques semaines, on va lui demander de retenir 100 ou 150 mètres de colonne d'eau. On n'a encore jamais trop construit à cette époque, on n'a jamais encore fait de tels projets. Et là, si ça casse, c'est la catastrophe. Mais je ne crois pas que Frank Crowe ait eu peur, parce que c'est un perfectionniste. Il assurait. En février 1935, l'angoisse se lit sur les visages. L'eau commence à s'accumuler avec succès. Le pari du béton coulé par tronçon a réussi. Le barrage Hoover tient bon. Peu à peu, le lac Mead se forme sur 177 km en amont du barrage. C'est le plus grand lac des États-Unis. Il a créé le plus grand réservoir artificiel au monde. Il a battu tous les records. C'est 640 km², ça représente à peu près 6 fois Paris, c'est plus grand que le lac Léman, donc c'est quelque chose d'immense. Et étant donné son immensité, on a un lac qui a mis 6 ans à se remplir complètement, le temps que l'eau du Colorado s'accumule derrière ce mur. Le lac Mead compte 880 km de rivage. Il va profondément changer la géographie de la région et créer un oasis dans ce désert. Un réservoir comme ça a pour but de contenir l'eau pour l'utiliser à différents moments, plutôt que de dépendre de la nature, des inondations, des sécheresses et autres événements naturels. C'est un peu comme un compte bancaire, si vous voulez, sur lequel vous gardez de l'eau et vous pouvez la distribuer selon vos besoins. Le chantier, qui devait durer 7 ans, s'achève en 1936. Frank Crowe livre triomphalement le barrage Hoover en 5 ans, avec 2 ans d'avance, empochant ainsi son bonus. Le budget est aussi tenu avec une économie de 15 millions de dollars. C'est un exploit, mais il est cher payé. Plus d'une centaine de morts, des accidents et des conditions dantesques. L'héroïsme. La société a traité le constructeur comme un héros.
Franklin Roosevelt a inauguré le barrage. C'était l'apogée d'un des plus grands projets d'ingénierie que les États-Unis avaient jamais entrepris. C'est un événement médiatique incroyable. On estime qu'on a environ 10 000 spectateurs qui viennent assister à cette inauguration. Il y avait une file de voitures qui s'étendait de Boulder City jusqu'au barrage. Et c'est vraiment un symbole de la puissance américaine, de la relance économique, de l'avenir qui s'éclaircit. C'était l'apothéose de ce que les hommes pouvaient accomplir. Ils y sont arrivés. Et ils savaient qu'ils venaient de réaliser quelque chose de beaucoup plus important que la simple construction d'un barrage dans un canyon. L'homme pouvait contrôler la nature. Lorsque le barrage Hoover fut terminé, c'était la source d'énergie du Sud-Ouest. Le barrage Hoover était le centre du monde.